Jean-Alain Juteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous êtes chercheur indépendant et vous publiez le livre L'âge du jeu aux éditions Presse de Sciences Po. Alors c'est un livre qui étudie un champ qui est pour le moment délaissé par la recherche, il faut le dire, c'est tout à votre honneur. Première question, un petit point de définition, qu'est-ce qu'il faut entendre exactement par cette notion de jeu? Et j'ai relevé cette phrase relativement intrigante dans l'introduction. Nous feignons toujours d'ignorer que les activités que nous qualifions de sérieuses sont en réalité des jeux. Alors c'est quoi un jeu? Vous avez remarqué que c'était la première question sur laquelle j'essaie de creuser dans le livre, puisque les définitions sont parcellaires, contradictoires. D'un côté, des philosophes qui vous expliquent, comme Schelling, que l'homme n'est jamais aussi homme que quand il joue. Vous avez Gunfing qui dit, n'est-ce pas, le jeu c'est le symbole du monde. Donc on voit ce jeu omniprésent, mais quand on cherche à le caractériser, ça devient très difficile. Donc ça a été ma première question. Et si je résume simplement, dès l'instant que vous sortez de votre réseau résonante, et que vous allez chercher votre intelligence émotionnelle, vous allez chercher l'autre, et que vous commencez à vous faire vraiment plaisir, eh bien vous jouez. D'ailleurs, vous dites que le jeu soit attirant et joyeux est hautement contestable. Ce n'est pas forcément synonyme d'amusement. Pas seulement, mais c'est indiscutablement un moteur omniprésent. Même si cet amusement, pour des raisons personnelles et psychologiques singulières, peut prendre des formes curieuses. Vous vous souvenez tous du joueur de Svek qui finit par se suicider ou de ses addictions épouvantables. Ou quel est le plaisir d'un joueur de sudoku dans le métro le matin. Néanmoins, il y a toujours un fort moteur émotionnel. C'est ça, la caractéristique et la valeur du jeu. Alors voilà pour le point de définition. J'ai relevé une autre phrase qui est tout aussi intrigante. Les nombreux craquements que nous observons aujourd'hui dans les écosystèmes économiques, politiques et sociaux contemporains sont autant de signes précurseurs d'une évolution des règles des jeux humains. Ah, effectivement, la phrase est trop longue, j'aurais dû la couper en 2 ou 3. Mais ça a été mon choc culturel en 2001, le premier crack des hautes technologies. Et je me suis dit, là, non, on ne peut plus continuer à faire de la machine, de l'intelligence aussi artificielle et performante soit-elle, il faut se recentrer sur l'humain. Et effectivement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on nous menace de soumission, on nous menace de robotisation généralisée avec Stephen Hawking. Les risques systémiques sont dans tous les domaines de la littérature. Que faire? Il faut repenser autrement. Et je me suis rendu compte finalement que ce n'était pas la peine d'aller chercher trop loin. Le nouveau paradigme, comme disent les pédants, les nouveaux modèles, la nouvelle attitude intellectuelle, elle est à côté de nous. C'est la plus vieille activité typiquement humaine. C'est jouer. Alors vous mettez en perspective l'évolution du jeu avec l'évolution de la technologie. Alors qu'est-ce que nous apprend l'étude de cette évolution, ce parallèle entre jeu et technologie? C'est un point tout à fait essentiel pour comprendre l'objet du livre. C'est parce que nous avons un nouvel environnement technologique que nous allons pouvoir jouer différemment, d'une part. Mais c'est aussi parce que tous les vieux jeux de pouvoir, d'aliénation collective, de consommation de masse, de production dure que nous avons connus depuis 2 siècles, c'est tous ces jeux sociaux qui sont en train d'exploser parce que l'environnement digital les conteste, les fragilise et les arde et offre aux joueurs d'autres solutions qui vont tous rapidement saisir. Et vous dites d'ailleurs à ce sujet que le jeu peut être un rempart contre l'émergence de nouvelles formes de totalitarisme, et je vous cite, dans un monde où le big data et les big brothers aliéneront la diversité cognitive et comportementale des individus. C'est un risque majeur, parce que c'est magnifique l'intelligence artificielle. Moi-même, je suis ingénieur des télécommunications, donc j'ai fait ma carrière là-dedans. Mais c'est quand même réduire l'homme à sa partie raisonnable, à sa partie calculable, si vous permettez. C'est ignorer toute la puissance de l'émotion, c'est ignorer les sentiments, c'est ignorer l'empathie, comme celle qui passe entre vous et moi, quand vous cherchez à me comprendre. Eh bien, vous voyez, si nous nous laissons enfermer dans les big data, dans l'intelligence artificielle, eh bien, nous risquons simplement d'oublier toute cette partie de l'humain. Et au niveau de l'espèce, c'est catastrophique. Parce que là où nous sommes les plus intelligents, c'est pas quand on calcule, c'est quand on sent. C'est là que nous sommes créatifs. C'est là que nous créons des mouvements de masse. Et aujourd'hui, à l'âge du jeu, on peut dire que rien n'est joué, en conclusion? C'est une excellente introduction pour la suite. Oui, effectivement, puisque vous préparez un 2e livre, justement, sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réhabiliter le jeu face à ces évolutions technologiques. Rendez-vous est déjà pris, parution septembre 2018. Par exemple. Très bien. Eh bien, à bientôt, Monsieur Juteau. Merci encore. Merci à vous.